Et après, il y a aussi, alors là je comprends pas, bon, elle est en espagnol, on va la faire en espagnol, une autre nouvelle, intra-crypto un petit peu pour le coup, mais il y a aussi des répercussions sur l'ensemble voilà, des politiques monétaires, ce que ça veut dire aussi d'adopter Bitcoin ou pas. Le FMI, donc le Fonds monétaire international, est finalement arrivé à un accord avec le Salvador pour un prêt, donc un prêt de 1,4 milliard, j'avais vu un peu plus. Bon, là c'est le communiqué de presse direct sur le site du FMI du 18 décembre. Et donc ça fait pas mal de secousses aussi pour le coup dans l'écosystème crypto, parce que comme vous le savez, El Salvador, donc c'est un pays avec son président Bukele, il s'appelle Nayib Bukele, quelque chose comme ça. Donc qui était jusqu'à présent très très pro crypto. Donc ils avaient instauré Bitcoin comme monnaie légale avec les commerçants qui avaient l'obligation de l'accepter. Ils avaient leur propre wallet, ils travaillent sur les Volcano Bonds. Et jusqu'à présent, ils avaient rejeté la proposition du FMI de prêt, parce que le FMI, bon magnanime, il propose de prêter de l'argent aux pays qui en ont potentiellement besoin pour se développer. Et on va aller voir après un petit point là-dessus. Hein. Ça m'a fait penser à un chapitre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, donc on va faire un petit point dessus. Ça, plus culture G, mais je pense que c'est important quand même parce que c'est pas quelque chose justement sur cette partie-là qu'on entend souvent. Et vous me direz si vous l'avez déjà entendu toute cette partie-là sur le FMI après. Mais en gros, ils ont dit, ok, bon, il y a des conditions, le Salvador, et du coup, les prêts du FMI ne viennent pas sans rien, et du coup, bon, politique fiscale, politique sur la gouvernance, la transparence, les réserves, actifs digital, donc en ligne, en ligne avec la politique du FMI, les risques potentiels sur Bitcoin, hein, parce que concrètement, ils essaient ça leur plaît pas qu'il y ait un État qui décide d'adopter Bitcoin comme monnaie légale. Donc, les risques potentiels, donc ils disent pas l'exposition à Bitcoin, ils disent les risques liés à Bitcoin diminueront significativement et il y aura des réformes légales qui feront que l'acceptation de Bitcoin pour la part du secteur privé sera volontaire. Parce que pour l'instant, il y avait des commerçants, la plupart, bon, ils avaient l'obligation d'accepter Bitcoin. Si tu demandais à payer en Bitcoin, tu étais plus ou moins obligé, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc en fait, ils vont cadrer, limiter, encadrer, freiner l'adoption du Bitcoin et son emploi dans l'économie et au niveau de sa place dans la politique monétaire du Salvador. Et en gros, ils sont en train de push le dollar. Hein. Donc les impôts seront seulement payables en dollars et la participation du gouvernement dans le crypto wallet Chivo, donc le wallet d'État du Salvador, sera réduit significativement. Donc ça forcément ça a été plutôt bearish aussi pour l'écosystème crypto parce que Salvador jusqu'à présent c'était un pays où il y avait pas mal d'espoir. C'était bon, pas forcément une grosse puissance mondiale, mais dans tous les cas c'était le premier pays qui adoptait Bitcoin comme monnaie légale, hein, du coup avec des obligations en plus, mais qui avait vraiment fait des efforts au niveau de l'adoption et dans l'économie. Et là on a l'impression d'un petit peu d'un rétropédalage, même si Nayib Bukele a dit on continuera d'acheter du Bitcoin même si le FMI est pas trop chaud, on continuera de le faire quand même. Mais dans l'idée, voilà, le fait qu'il y ait le FMI qui gagne une partie de la bataille en disant ok, on va quand même encadrer et même supprimer pas mal d'efforts, ça a été plutôt bearish sur l'écosystème et notamment sur Bitcoin et les cryptos en général. Et là, je voulais vous faire un point quand même un peu important parce que là, on a l'impression, alors ça vous parlera peut-être pas, mais ça me tient à cœur de le faire quand même, donc on va le voir. Donc souvent, on entend parler, on avait peut-être entendu parler de la Chine, hein, on dit c'est avec leur l'initiative Belt and Road. Donc en fait, pour moi, d'après ce que j'ai lu, c'est un peu leur réponse au changement climatique ou aux incertitudes mondiales. Donc plutôt que de dire nous on va être comme l'Europe, on est à la fer de lance des législations sur le pacte vert ou sur l'écologie, tout ça, ils se sont dit ok, on va investir dans toutes les pays, les continents, tout ce qui nous intéresse en termes de ressources stratégiques, que ce soit en minerais, que ce soit en bois, que ce soit en eau, en tout ce qui peut être nécessaire pour l'économie du pays. On va investir très fortement. Et vous avez peut-être entendu parler aussi de certains pays, notamment sur le continent africain, où on leur a dit mais t'as besoin de faire des aéroports, t'as besoin de faire des infrastructures stratégiques pour ton pays, t'inquiète pas, moi je te prête les milliards. Et puis tu rembourses pas pendant 10 ans. Il y a des taux d'intérêt qui sont assez forts, qui se cumulent. Et puis on verra dans 10 ans pour rembourser un petit peu la dette. Ah, tu peux pas rembourser?
bon, écoute, on va s'arranger, mais écoute, tu me donnes accès c'est moi qui prends le contrôle pendant 10, 20 ans de ces infrastructures stratégiques, et c'est moi qui gère, et puis comme ça on est quitte. Et c'est comme ça qu'il y a certains pays qui se sont retrouvés avec leur principal aéroport, voilà, sous contrôle chinois, et tu peux dire, mais franchement, c'est dégueulasse, nous on fait pas ça, tu vois, les Européens, tout ce qui est la partie occidentaux, on n'est pas ça. Mais je vous conseille la lecture. Bon, je l'ai fait plusieurs fois la recommandation, et encore une fois, j'ai pas de lien d'affiliation ni rien, c'est juste que ça me tient sincèrement à cœur de vous partager ces infos. Donc, Broken Money de Lynn Alden, donc une investisseuse macro qui commence à être assez connue, qui explique voilà, pourquoi notre système financier est en train de nous faire faux bon et comment on peut le faire comment on peut le rendre meilleur. Donc là, il parle évidemment beaucoup de Bitcoin, mais de voir ce côté du FMI qui vient imposer les conditions au Salvador, j'ai demandé à ChatGPT de faire un petit peu un résumé de tout ça. Donc le FMI, qu'est-ce que c'est? Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour stabiliser l'économie mondiale, voilà, promouvoir la coopération monétaire, fournir une aide financière aux pays en difficulté. Louable, je dirais. Voilà, le FMI, Christine Lagarde, qu'on a eu pendant très longtemps à la tête de cette institution. Sauf que, comme on va le voir avec le Salvador, les prêts aux pays en développement, c'est avec certaines conditions. Donc, alors, esclavage monétaire, ça c'est moi qui l'ai dit, mais en fait, elle est part de néocolonialisme monétaire. Pourquoi? Parce que, et comme l'exemple du Salvador, on est en train de le vivre maintenant. Donc, ils prêtent pas pour rien. Donc, réduction des dépenses publiques, santé, éducation, infrastructure, privatisation des industries publiques, libéralisation des marchés, suppression des contrôles sur les capitaux, dévaluation de la monnaie locale. Donc, tout ça, c'est expliqué beaucoup plus en détail dans le livre. Et au final, bien qu'elle vise à stabiliser les finances du pays, parce que voilà, il peut y avoir on estime qu'il y a trop de dépenses, au final, ça mène quoi? Moins de financement pour les services sociaux essentiels, santé, éducation, infrastructure, augmentation du chômage, parce que voilà, privatisation des industries publiques, dévaluation de la monnaie, hausse des inégalités économiques, et au final, qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée un cycle de dépendance au FMI et auprès du FMI qui va de pair. Donc là, on ne va pas en parler parce que j'ai pas envie que le point dure 1 heure. Avec la Banque mondiale, donc c'est deux institutions qui vont de pair, FMI et Banque mondiale, et on peut se retrouver avec des pays qui sont piégés dans un cycle de dette, au final, où les conditions économiques fragilisent l'économie nationale, et du coup, il faut toujours qu'il y ait des injections supplémentaires de prêts, avec toujours de nouvelles conditions, bien évidemment. On ne va pas vous prêter de l'argent comme ça. Et donc, il y a une partie exploitation des ressources naturelles, parce que ouverture, libéralisme, vendre des ressources naturelles à des prix défavorables, perdre des contrôles économiques nationaux au profit des investisseurs étrangers, et domination du système basé sur le dollar, parce que le FMI, il y a un point des États-Unis et de l'Europe, et du coup, du système monétaire prévalent de l'Occident qui est basé encore sur le dollar, bien qu'on peut spéculer sur l'avenir de Bitcoin. Le système monétaire mondial, pour l'instant, il est basé sur le dollar. Donc, le FMI, il est au service du dollar. Et donc, Salvador, maintenant, vous pouvez payer vos impôts qu'avec le US dollar. Voilà. Pas Bitcoin, pas une autre devise locale, pas ce que vous voulez, US dollar. Et donc, la majorité des prêts sont libellés en dollars. Bref, oui, vous voyez qu'il y a aussi influence disproportionnée. Donc, au final, la Chine a certains agissements, mais le FMI, dont la directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a été présidente pendant de nombreuses années. Et tout ça, c'est des institutions dont personne n'a élu. Voilà, ça a été décidé, un petit groupe de personnes au niveau international, et ça a des conséquences énormes pour les pays. Donc, esclavage monétaire, elle parle plus dans son livre de néocolonialisme monétaire, mais c'est vraiment ça en fait, avec les conditions des prêts qui sont imposés au pays, et ce qu'on est en train de voir avec le Salvador, ça s'apparente vraiment à ça, parce qu'au final, ça fragilise l'infrastructure des pays, ça permet aux grosses entreprises internationales de rentrer, notamment voilà, pour construire des aéroports, des infrastructures. En général, les pays, ils n'ont pas forcément les boîtes qui permettent de faire ça, donc on fait rentrer des grosses structures internationales. Donc au final, qui c'est qui récupère? Elle en parle aussi dans son livre, c'est pas mis là, mais c'est un exemple qui m'a frappé quand il pense. Création des aéroports, création des infrastructures, création, voilà, au final, il faut venir des gros groupes internationaux, et donc au final, les aides du FMI en dollars, le pays le donne à ces groupes internationaux qui font de l'optimisation fiscale, qui le sortent du pays. Donc en fait, c'est des prêts en dollars aux grosses multinationales américaines ou européennes pour aller développer les pays. Et après, le pays, il a ses infrastructures quand même, il a développé, mais tout l'intérêt et toute la perte, la réduction des publics et le contrôle au final imposé par le FMI sur le pays, des fois, c'est pas forcément positif. Donc,
on va s'arrêter là parce que voilà, c'était juste un point comme ça avec le FMI et El Salvador. Mais je voulais quand même vous faire prendre conscience de ça et l'enjeu de Bitcoin, de la décentralisation par rapport à tout ça, par rapport aux cryptos, parce qu'on n'en entend pas trop parler. Et je pense que c'est quand même une notion intéressante d'avoir parce qu'on dit le FMI, ils ont prêté de l'argent, c'est les gentils, on fait pas comme la Chine. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais